Voici une vidéo de présentation de Pierre Parlebas. Pierre Parlebas est un sociologue français spécialisé dans le sport et dans les jeux, notamment les jeux traditionnels, dans lesquels il voit des structures. Il analyse ces structures sous une science qui s'appelle la praxéologie motrice, dont il est le fondateur. Il est l'auteur d'une production écrite importante. Ses premiers écrits paraissent dans la revue EPS. Ici, le dossier spécial numéro 4 qui recueille tous ses premiers textes. Donc c'est vraiment cela effectivement qu'il faut lire. Ensuite, autre ouvrage important, le lexique de praxéologie motrice. C'est comme un dictionnaire dans lequel il explique tous les termes liés à la praxéologie motrice. Comment j'ai connu Pierre Parlebas? Par l'intermédiaire de Gilles Combaz, professeur d'université en sciences de l'éducation à Paris 5. Lors de ma maîtrise, je souhaitais poursuivre en recherche. Il m'oriente sur un DEA, donc dirigé par Pierre Parlebas, au dernier étage du bâtiment de la Sorbonne historique, et là où il a son laboratoire, le LEMTAS, qui deviendra le GPEX. Je rencontre un homme très dynamique, aux yeux pétillants. Tout de suite, le contact passe et je vais être avec lui pendant 4 ans, c'est-à-dire l'année de DEA et les 3 années de thèse, avec toutes les semaines un séminaire où nous sommes environ une dizaine, une quinzaine d'étudiants, mais également des professeurs comme le professeur Bertrand During et également des étudiants qui viennent d'avoir leur thèse comme Luc Collard et Éric Dugas. Donc voici ici la place donc de la Sorbonne et une présentation photographique en tout cas de l'université avec ici donc sa cour intérieure et la fameuse chapelle. Cette université historique est un véritable labyrinthe empreint de couloirs et de centaines d'escaliers plus ou moins tortueux. Nous voici ici donc dans l'escalier du LEMTAS qui menait directement, donc LEMTAS et GPEX, à notre salle où nous avions les séminaires toutes les semaines. Je mets également quelques photos de soutenance de ma thèse qui s'est déroulée dans l'amphi d'Urquem, donc toujours dans cette Sorbonne historique, ici les bras croisés, donc Pierre Parlebas à côté de Bertrand During et Jacques Goldberg, Luc Collard et Jacques Rémieux. Retournons maintenant à Pierre Parlebas. Jean Zorot parle très bien de Pierre Parlebas dans son livre 150 ans d'EPS et sur 4 pages que je présente ici. Je vais laisser le PowerPoint se dérouler un bon moment jusqu'à une vidéo où Pierre Parlebas est interviewé par Jean-Pierre Pernaut. Donc Pierre Parlebas est avant tout un athlète, comme nous pouvons le constater ici. Il a pratiqué énormément d'activités physiques.
Jean-Pierre Pernaut a interviewé Père par le bas à propos des jeux sportifs traditionnels. C'est une partie de cette vidéo que je présente ici. C'est assez exceptionnel, on parlera dans cette émission des quilles, on parlera des fléchettes, on parlera de la bourle, de la balle au tambourin, de la quille de 8, et avec nous, un invité exceptionnel qui est spécialisé dans les jeux, dans les sports. Il a effectué de nombreuses études dans le domaine des activités physiques, il est sociologue aussi, Pierre Parlebas. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, comment des activités physiques, qui est votre spécialité, vous avez été professeur d'éducation physique, devient-on sociologue pour s'intéresser à l'histoire des jeux? Ça a toujours existé les jeux? Les jeux ont toujours existé et lorsqu'on est sociologue, on peut être intéressé par la mise en jeu du corps, justement. Et le jeu traditionnel, le sport, c'est une mise en jeu du corps, souvent en isolé et très souvent en collectif. Et ce qui est très important dans le jeu, c'est la vie collective, c'est la vie du groupe, c'est l'affirmation de la personnalité. Et à ce titre, le jeu crée une motivation très importante. Ça a toujours existé dans l'histoire? Oh, toujours. Dans toutes les cultures, on retrouve des jeux, alors avec des formes très différentes. Ça prouve l'intérêt quand même des gens pour ces jeux anciens qui parfois mettent en jeu le corps humain. Et vous avez édité un nombre incroyable de petites fiches que j'ai à la main avec tous les jeux justement pour un peu tout, la culture, les racines, la convivialité, mais le sérieux, la concentration, l'activité physique. Et le plaisir. Et le plaisir. Le jeu, ça va avec toujours le plaisir. Oui. Oui, le plaisir et puis le fait d'être ensemble. C'est pas uniquement le plaisir de l'individu, mais c'est le plaisir de l'individu reconnu par les autres et en contact avec les autres. Le jeu, c'est une activité d'échange. Oui, un jeu où on s'amuse, mais c'est quand même sérieux. Retour sur la praxéologie motrice avec la définition de celle-ci et des sous-définitions. Donc tout cela tiré du lexique de praxéologie motrice.
À l'aide des universaux, j'explique ici comment les interactions motrices, donc avec différentes variables, que sont projectiles, l'instrument de frappe, le nombre de joueurs, l'espace de jeu, comment cela finalement construit les règles du jeu. Comment les spécificités sociomotrices d'un jeu naissent. Je rajoute maintenant d'autres variables que sont la prise de risque, le temps de jeu et la dépense énergétique. Et l'association de ces 6 variables construisent les spécificités sociomotrices. Voici 3 vidéos qui montrent Pierre Parlebas lors d'un colloque en 2009 au STAPS de la Cretelle à Paris. Il nous parle justement de ces médias qui agissent effectivement sur le sport. Les dépassements horaires, notamment la télévision. Ce qui fait que les fédérations ont été obligées de modifier leur système de score, dans le cas du volleyball, dans le cas du tennis, avec comme vous savez, le set décisif. Ce qui fait qu'on est arrivé à une solide investigation, mais on a gardé, enfin les fédérations ont tenu à garder quand même cette petite possibilité fantaisiste, une petite prolongation. Mais point trop d'infos, le set décisif, le point décisif, enfin le dernier septembre, qui se caractérise d'une part par une simplification, d'autre part par une standardisation. Alors, cette simplification, pour en dire un mot, s'oppose à ce qui est prétendu habituellement, où on affirme que les sports sont plus complexes que les jeux. Et cette standardisation permet également la hiérarchisation et la mise en évidence d'une domination d'un joueur ou d'une équipe sur une autre. Finalement, on a ici les grandes caractéristiques d'une domestication avec le surgissement du vainqueur qui est sacré, le champion de la partie, le champion de la spécialité, et qui est à la source, si vous voulez, d'une des fortes motivations du développement sportif. Alors, plus de chasse, je ne reviens pas, c'est vraiment une marque de simplification, adaptation aux conditions locales, plus de tambour, enfin, quand on lit les relations des matchs de paume, on s'aperçoit que, comme dans les autres jeux traditionnels, ces jeux sont adaptés, c'est de s'adapter aux conditions du tout. Rien de tout cela dans le sport. Le sport est une activité finie qui finalement apparaît comme une épure. Le cas le plus typique, je crois qu'il faut insister sur ce point, c'est le tennis. Le tennis est vraiment un cas extraordinaire d'épure. C'est des rectangles, c'est tout plat, des rectangles, une raquette, un filet, et ce qui donne une accessibilité au spectacle à tout novice. Un novice qui vient à Roland-Garros comprend très vite de quoi il s'agit, peut suivre le match et participer à la victoire du champion. Et il peut le faire à quelque endroit qu'il se trouve. Car cet aspect de spectacularité est... Je prends comme exemple la prédominance du service, c'est-à-dire comment différentes variables, l'interaction de ces variables qui changent finalement vont modifier le jeu en lui-même. Le tennis va devenir, notamment par rapport au service, de plus en plus rapide, jusque dans les années 1960, en cause les modifications de la raquette et des balles et le jeu sur surface rapide comme le parquet. Le parquet va disparaître, donc il ne va pas y avoir besoin de changer les règles du service. Il y a plusieurs possibilités pour faire une typologie des pratiques sportives ou plus généralement
des pratiques physiques. Là, nous allons prendre celle de Pierre par le bas, où nous avons une présence ou non de partenaire. Quand il y a non-présence, il y a une barre au-dessus. Donc, possibilité également d'avoir un adversaire ou de ne pas avoir d'adversaire, et possibilité d'être dans un milieu certain ou dans un milieu incertain. Donc le milieu incertain, c'est là où il y a une grosse prise d'information à avoir au niveau de l'environnement. Voici ici donc un récapitulatif. Et avec ça, on peut avoir plusieurs organisations possibles pour pouvoir finalement dresser cette typologie. Donc je laisse la vidéo se dérouler, c'est très explicite. Une présentation ici qui montre que les disciplines olympiques sont avant tout pratiquées dans un lieu où il n'y a pas d'incertitude et avec pas de partenaire, c'est-à-dire beaucoup en situation psychomotrice.
Pour terminer, je donne un exemple d'une fiche du tennis ou des sports de raquettes avec les différents donc universaux. En 2020, la première thèse est écrite sur Pierre Parlebas par Willy Jodet, thèse extrêmement intéressante et complète. C'est avec plaisir que j'ai pu vous parler de Pierre Parlebas. Il y aurait tellement à dire qu'il en faudrait des heures. C'est l'une de mes plus belles rencontres, c'est un homme exceptionnel. C'est ici un résumé, une grande partie de ses travaux.